Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e grand live Vox Actu. Nous allons consacrer 1 heure à la Coupe du Monde de la FIFA. Au programme, retour sur les quarts de finale de ce mondial. Le nombre de matchs diminue au fil des tours de compétition, mais il reste énormément de sujets à débattre. La fine équipe a répondu présent. Damien Dussard et Romain Lambic. On a aussi Jem Arslan qui pourrait nous rejoindre si l'orage passe en Suisse. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, Bon, ça va bien et vous? bonsoir, ça va bien. Très bien, nous allons donc débuter l'émission par les 2 dernières rencontres et nous terminerons celle-ci sur la défaite de l'équipe de France. Nous tâcherons de consacrer une bonne dizaine de minutes à chaque match tout en vous offrant un fil mercato et un fil omnisport. Hier à 18h, la Belgique a rencontré l'Argentine, défaite 1-0 pour les Diables Rouges, un match qui n'est pas sans rappeler celui entre la France et l'Allemagne la veille. Vos avis sur la rencontre, Romain tout d'abord? Alors, c'est vrai que là, la Belgique nous a pas offert un spectacle extrêmement flamboyant. Enfin, elle n'a pas opposé une grande résistance, on va dire, contre l'Argentine. Mais l'Argentine, de son côté, bon, elle a eu pas mal d'occasions, mais ça n'a pas non plus été un match extraordinaire de la part de l'Argentine, donc qui a quand même dominé ce match. En fait, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, hein, je crois, dans ce match. Il y a eu 6 tirs, je crois, pour l'Argentine et 8 pour la Belgique, si je me trompe pas. Donc, au final, ouais, il n'y a pas eu non plus un très grand spectacle. Damien, vous partagez ce point de vue? Oui, je le partage complètement. La Belgique a été un petit peu paralysée par l'enjeu, je pense, vu que c'était l'une des équipes les plus jeunes du mondial. On a eu un jeu qui a été très très cadenassé au milieu du terrain, ce qui a bien arrangé l'Argentine. Et effectivement, le spectacle s'en est ressenti avec un match assez fermé et peu d'occasions en fait. Jem, on vous a retrouvé? Oui, Alors, donnez-nous à votre tour votre avis sur la rencontre entre la Belgique et l'Argentine. alors pour moi, l'Argentine a beaucoup mieux joué que les derniers matchs avec un Higuaín auteur d'une grosse performance à l'image de son début de saison à Naples. Le but lui a redonné confiance, je pense. Après, il a fait le reste du match incroyable, à mon avis, avec des beaux dribbles, des belles frappes. Jusque-là, il avait fait des bons matchs, mais il n'avait pas vraiment été mis en avant. Il a été éclipsé par d'autres stars tels que Di Maria, Messi ou dit. Mais je pense que maintenant que Di Maria est blessé, il peut vraiment se mettre en avant. Concernant l'Argentine, elle a chaque fois gagné avec un but d'avance. Encore lors de ce match, elle était très bien organisée défensivement et offensivement. Ils ont pris confiance, je pense. Le fait d'arriver jusqu'en quart leur a donné beaucoup de confiance. Et du côté de la Belgique, bah, je pense que c'est surtout un manque d'expérience. Ils ont toujours marqué à partir de la 70e minute, mais cette fois, ils n'ont pas réussi face à une bonne équipe d'Argentine. Et donc un mot sur l'absence de Di Maria. Est-ce que cette absence va peser lourd pour le reste de la compétition du côté de l'Argentine, Damien? Clairement, ça fait un argument offensif de poids qui manque. Ça va faciliter forcément le travail des défenses adverses qui n'auront plus à le surveiller. Donc ça peut être un désavantage pour l'Argentine. Ouais. D'accord. La Belgique est donc, selon vous, à sa place en sortant en quart de finale, Romain? Alors, c'est vrai que bah du coup, la Belgique est là où on l'attendait finalement parce on a annoncé qu'ils allaient faire une bonne Coupe du Monde et qu'ils iraient très loin dans cette compétition. Ça a été le cas sur le papier. On a vu, ils sont allés très loin. Ils sont allés jusqu'en quart de finale, qui est un parcours très honorable pour une équipe qui n'avait plus participé à une compétition internationale depuis 2002. Maintenant, sur la qualité de jeu, bon, la Belgique a loin d'avoir été extraordinaire. Bon, on a un peu survendu la Belgique sur un style de jeu, mais voilà, au final, je pense c'est surtout au niveau de la gestion c'est surtout grâce à leur gestion en fait que la Belgique est allée loin dans cette compétition. Ils ont su débloquer les matchs dans le dernier quart d'heure. Voilà, donc ils ont fait un beau parcours sans être extraordinaire, donc c'est quand même plutôt un beau parcours de la part de la Belgique. Quart de finaliste, c'est la place de la Belgique logiquement aussi pour vous, Jem, ou pas? Oui, comme l'a dit Romain, la Belgique n'a pas vraiment été impressionnante durant cette compétition, mais elle a montré que c'était quand même une bonne équipe et il me semble que c'était l'objectif visé. Ils n'auraient pas pu prétendre mieux, puis je pense que ils ont atteint l'objectif, quoi, puis je pense que la Belgique est au niveau de la France, en fait.
Un mot maintenant sur le mondial d'Eden Hazard. C'était un joueur phare de ce mondial. On l'attendait un petit peu au tournant, bien que son rôle soit extrêmement différent de celui qu'il a à Chelsea. C'est plutôt un mondial en demi-teinte, sans vouloir trop le critiquer. Que penser de cette Coupe du Monde d'Eden Hazard, Damien? Je pense qu'on a aussi là aussi trop attendu d'Eden Hazard en faisant l'équivalent des Maradona, Pelé ou Zidane à d'autres époques. Il est encore très jeune, il manque de vécu à ce niveau-là également. Il a du mal à trouver l'osmose avec ses coéquipiers en sélection et ce n'est pas nouveau, ça dure depuis ses débuts en sélection. Donc je pense qu'il a fait la compétition au niveau auquel je l'attendais, hormis peut-être contre l'Argentine où il était particulièrement discret, mais il n'était pas le seul. Et il a quand même besoin d'être entouré par des joueurs qui lui ouvrent des espaces. Bah, c'est vrai qu'à titre de comparaison, Léo Messi avec l'Argentine, il réalise une bonne Coupe du Monde, mais ses précédentes Coupes du Monde n'ont pas été aussi étincelantes que celle-ci. Donc il faudra peut-être laisser du temps à Eden Hazard pour progresser avec sa sélection belge. Romain, votre avis sur son mondial? C'est vrai que bon, bah, on attendait quand même beaucoup plus de la part d'un Eden Hazard qui a fait une très bonne saison, une très bonne saison à Chelsea, enfin en tout cas je trouve. Donc c'est vrai qu'on l'attendait quand même un petit peu plus fort. On l'attendait un petit peu plus comme le leader qui allait vraiment porter la Belgique sur ses épaules. Bon, voilà, ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est comme a dit Damien, c'est un manque d'expérience d'une part, et puis c'est peut-être aussi un problème je sais pas, de confiance. C'est vrai il n'est pas entouré par les mêmes joueurs qu'à Chelsea, mais bon, Eden Hazard n'a pas fait forcément une très bonne Coupe du Monde. Après, je pense qu'il peut se servir de cette expérience pour s'améliorer et essayer d'être meilleur encore en sélection à l'avenir qu'aujourd'hui. Jem, pour vous aussi, c'est un manque d'expérience de la part d'Eden Hazard et qu'à l'avenir, il saura tenir compte de cette Coupe du Monde pour progresser? Oui, je pense, mais malgré le fait qu'il n'a pas marqué le moindre but, il n'a rien fait d'exceptionnel, mais pour moi, malgré tout cela, il reste quand même un bon joueur. Il a fait un bon mondial, loin de son plus haut niveau quand même. Mais c'est un joueur, il faut rappeler, assez irrégulier. Et il était, à mon avis, pas à son meilleur moment durant ce mondial. Très bien. Et actuellement, ce mondial-là va pouvoir compter et donner des points pour l'éventuel Ballon d'Or en janvier prochain. Vu que le Portugal est sorti, est-ce que Cristiano Ronaldo a perdu des points et est-ce que, au contraire, Léo Messi, qui réalise d'assez bonnes performances et qui voit sa sélection argentine en demi-finale, gagne des points pour ce Ballon d'Or, Romain? Alors là, c'est vrai que cette Coupe du Monde a été particulière puisqu'on a eu beaucoup de grandes équipes, enfin de grandes nations européennes sortir dès le premier tour. Alors, est-ce que ça peut jouer éventuellement pour le Ballon d'Or? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que là, l'Argentine déjà, c'est historique hein, qu'elle soit en demi-finale. Et c'est vrai que c'est en grande partie grâce à un Lionel Messi qui n'a pas toujours été flamboyant, mais qui a su débloquer à plusieurs reprises les situations. Donc, est-ce que ça peut jouer pour Ballon d'Or pour Lionel Messi? J'ai envie de dire oui. Maintenant, faut voir. Enfin, en plus Neymar est du coup aussi absent. Ouais, donc franchement, ça peut jouer à l'avantage de Lionel Messi. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, selon vous, Damien, qui ont marqué des points dans cette Coupe du Monde pour cette récompense individuelle? Franchement, je ne vois pas. Maintenant, les désignations au Ballon d'Or tiennent plus du marketing qu'autre chose, donc c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Mais je ne vois pas beaucoup de joueurs de grand niveau qui puissent prétendre au Ballon d'Or qui soient apparus dans cette Coupe du Monde. Donc pour l'instant, l'impact de cette Coupe du Monde est assez moindre pour le résultat qui tombera en janvier prochain. Jem, votre avis, c'est également celui de Damien? Oui, je pense comme Damien que le Ballon d'Or, c'est vraiment les plus grands joueurs et les plus grands buteurs. Je pense que les favoris seront Ronaldo, Suarez et Messi pour le prochain Ballon d'Or. Ok, très bien. Avant d'enchaîner avec l'autre demi-finale d'hier, place à notre petit point mercato réalisé par Jem. Alors, Carvalho a prolongé à Monaco jusqu'en 2015. Florian Raspentino s'est officiellement engagé en faveur du Stade Malherbe de Caen pour les 3 prochaines saisons. L'ex-sélectionneur de l'Italie, Cesare Prandelli, devrait s'engager avec le club turc de Galatasaray. Il remplace un autre Italien, Roberto Mancini, qui devrait lui faire le chemin inverse. Rebondissement dans l'affaire Abidal, qui avait prolongé avec Monaco, mais qui signe finalement pour l'Olympiakos pour une durée de 2 ans.
Sochaux s'est attaché les services de Toko Ekambi, jeune attaquant de 22 ans, auteur de 14 buts avec le Paris FC cette saison. La Lazio de Rome a annoncé les transferts de Marco Parolo et Dusan Basta. Le petit frère d'Eden Hazard, Torgan, est prêté à Mönchengladbach. Je rappelle qu'il appartient toujours à Chelsea et qu'il a été élu meilleur joueur de la saison en Belgique. Schibert passe de Dortmund à Hertha Berlin. Le FC Séville s'offre l'international espoir Denis Suarez. On verra si ce Suarez l'amour aussi. Nocerino est quant à lui prêté au Torino. Mathieu Peybern rejoint Bastia. Çalhanoğlu signe à Leverkusen. Vucinic quitte la Juve pour Al Jazeera. Et Olcan Aydın passe de Trabzonspor à Galatasaray. Côté rumeur, l'AS Monaco serait intéressé par Moussa Sissoko. Lovren serait très proche de signer avec Liverpool et plusieurs clubs seraient intéressés par Pogba, comme City, Manchester United ou encore le Real de Madrid. Annoncé depuis plusieurs jours, l'arrivée de Luis Suarez en Catalogne est imminente selon les médias ibériques. Le transfert se négocierait entre 70 et 80 millions d'euros. Voilà. Un coup qui serait quand même énorme du côté de Barcelone qui recruterait Luis Suarez, l'un des attaquants phares de ce mondial. James, Et- vous en avez fini? Oui, c'est fini. Et si je puis me Allez-y, permettre, rajouter aussi, je crois qu'il y a une rumeur qui annonce des négociations entre Marseille et Valence pour le transfert de Valbuena, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais, apparemment ça avoisinerait les 5 millions d'euros à suivre en tout cas sur voxstadium.fr où vous serez tenu au courant par de multiples brèves au cours de ce mercato. C'est vrai qu'on a du coup tendance un petit peu à l'oublier à cause de la Coupe du Monde, donc merci Jem pour ces piqûres de rappel. Dans l'autre demi-finale, l'Argentine affrontera les Pays-Bas, tombeur laborieusement du Costa Rica, 4 tirs au but à 3. Les Hollandais se sont cassés les dents sur un très bon gardien et par 3 fois sur les montants de Navas, le portier costaricien. Le Costa Rica n'est même pas passé loin du hold-up, mais au final, les Oranges tiennent une qualification logique selon vous, Romain? Bah, c'est vrai que le Costa Rica a fait enfin, déjà de base a fait un très bon mondial. Et puis aujourd'hui, c'est clair qu'ils ont un gardien de but de classe internationale qui est Navas. Donc, franchement, c'est un très très beau parcours hein, qu'a fait le Costa Rica. Maintenant, entre les différentes occasions des Pays-Bas, ce match c'est un petit peu tu sais, un n'importe quoi à certains moments. Ça a été un petit peu laborieux. Ça a été comment dire. Ça a été très pénible à voir des fois parce qu'on se demandait si c'était vraiment du football. Bon, maintenant voilà, au vu du match, oui, le résultat est quand même logique, hein, 0-0. Euh, et à noter quand même au niveau des tirs au but, un très bon coaching hein, de la part de Luis Van Gaal qui a fait rentrer, qui a aligné le troisième gardien pour ses tirs au but et justement ce troisième gardien qui a arrêté 2 tirs au but. Ouais, un coup de poker assez fantastique qu'on voit peu en Coupe du Monde et qui s'est merveilleusement bien réalisé. Est-ce que pour vous aussi, Damien, c'est une victoire logique des Pays-Bas au vu du nombre d'occasions du moins? Oui, c'est assez logique. Les Pays-Bas ont quand même eu les meilleures occasions du match. Donc il est logique qu'ils passent, même si le match a opposé deux équipes qui refusaient la possession de balle pour essayer de placer des comptes. Donc ça a un peu produit un match assez, voire même un non-match par moment. Mais je pense que les Pays-Bas ont mérité de passer. Que penser de ce coaching justement de Van Gaal qui fait rentrer le troisième gardien, Damien? C'est vraiment inhabituel. C'est vraiment un pari à l'état pur, hein. Soit ça marche et c'est un héros, soit ça ne marche pas, il a gaspillé une cartouche pour rien. Bon, effectivement, Tim Krul est pas mauvais à cet exercice-là, mais c'est vraiment de la loterie. Mais c'est du Van Gaal tout craché, hein. Il me semble justement que le gardien titulaire de l'équipe des Pays-Bas se sentait pas frais, pas dispo pour cette séance de tir au but. Mais c'est vrai que garder un remplacement de côté alors qu'on joue 120 minutes, 2 heures de foot et qu'il y a quand même des organismes qui doivent encore jouer une demi-finale, c'était très osé. Jem, vous avez quelque chose à dire sur ce match? Oui, alors les Pays-Bas ont clairement dominé cette rencontre avec 64% de possession, 14 tirs dont 10 cadrés, alors que le Costa Rica n'a tiré que 3 fois au but, dont une frappe cadrée. C'était une très bonne défense comme d'habitude du Costa Rica avec un Navas impérial comme durant toute la compétition, puis des statistiques incroyables à son sujet, 3 matchs sans subir de but, 21 arrêts durant ce mondial, dont
91,3% d'arrêt sur les frappes reçues, ce qui est énorme. On parle beaucoup d'Ochoa, mais je pense que ce gardien était meilleur et qu'on ne l'a pas assez mis en avant. Et vous parlez du coaching avant, effectivement, c'est un coaching gagnant de Van Gaal en faisant entrer Krul, le gardien remplaçant pour la séance de tir au but, puisque je rappelle que les Pays-Bas sont maudits concernant les tirs au but. Euro 92, ils avaient perdu en demi-finale face au Danemark au tir au but. Euro 96, également éliminé au tir au but contre la France en quart. Mondial 98, éliminé au tir au but contre le Brésil en demi-finale. Euro 2000, à nouveau éliminé au tir au but en demi-finale face à l'Italie. Donc ils avaient gagné leur première séance de tir au but lors de l'Euro 2004. Alors cette année, Van Gaal a pensé à toutes ces séances maudites et a fait entrer le gardien remplaçant qui n'est pas forcément un expert concernant les tirs au but, car il a seulement arrêté 10% de penalty durant sa carrière et 0 sur 5 cette saison avec Newcastle. Mais il me semble que le gardien a expliqué qu'il a travaillé pour ça durant les 7 semaines. Donc c'est un coup risqué, mais un pari réussi par Van Gaal. Merci Jem pour ces nombreuses informations. Et c'est vrai que le gardien Navas du Costa Rica est un petit peu aussi l'artisan de cette qualification aussi haut placée, puisque malgré tout, le Costa Rica, on ne les attendait pas à un tel niveau de la compétition. Et donc au final, il réalise une très belle Coupe du Monde, Romain. Ouais, exactement. Franchement, déjà lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, je crois que c'était en décembre 2013, quand on a vu le groupe de la mort, Angleterre et l'Uruguay, personne ne parlait du Costa Rica parce que bon, bah, on s'est dit c'est bon, ça a joué entre les trois premiers, quoi. Le Costa Rica n'a aucune chance. Mais finalement déjà avec le premier match, ils ont réussi à créer la surprise en battant l'Uruguay 3-1. Face à une Uruguay qui manquait d'inspiration sans Suarez et avec Lugano aussi. Du coup, et quand ils ont battu aussi l'Italie sur le fil, là on s'est dit c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est une sensation énorme. Donc franchement, c'était en grande partie grâce à Navas, hein, ça c'est clair. Et franchement, ouais, très belle Coupe du Monde de la part du Costa Rica, donc premier quart de finale de leur histoire. Voilà, ils peuvent repartir du Brésil la tête très haute. Et en Une plus, ils belle... ont résisté contre les Pays-Bas jusqu'au bout. Ouais, exactement. Une belle surprise pour vous aussi, Damien, cette équipe du Costa Rica? Franchement, c'est clair que il aurait été difficile de parier sur un tel parcours pour le Costa Rica, qui est vraiment une petite nation du football sans être désagréable, mais qui a fait ce qu'il fallait dans la compétition en étant meilleur que son niveau habituel, notamment évidemment son gardien qui a fait une partie, enfin des matchs parfaitement magnifiques. Et puis c'est vrai que le fait que de petites équipes comme ça, sans vouloir offenser le Costa Rica, se révèlent et se subliment lors de ces compétitions, ça permet aussi de mettre des joueurs en valeur et de les revoir peut-être plus tard dans des grands championnats européens. Les Pays-Bas, malgré une bonne phase de poule, on se souvient de cette victoire 5-1 contre l'Espagne, peinent un petit peu en huitième de finale face au Mexique, où ils arrachent la qualification en marquant 2 buts à la fin de la rencontre. Puis face au Costa Rica, est-ce que selon vous, James, est-ce que les Pays-Bas ont la ressource d'aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde? Oui, bien sûr, les Pays-Bas ont les ressources pour aller jusqu'au bout et ils l'ont démontré directement lors du premier match en corrigeant le tenant en titre qui est l'Espagne, 5-1, je le rappelle. Et je rappelle également qu'ils étaient finalistes il y a 4 ans, donc ils sont très bien capables de réitérer cet exploit. Mais je trouve qu'il manque quand même cette rage de vaincre chez les Hollandais. Je pense que c'est quelque chose qui manque un peu. On ne voit pas dans leurs yeux la même envie de gagner que les Brésiliens ou les Argentins ou que les Colombiens, par exemple. Mais je les vois aller jusqu'au bout. Je suis Malgré ces d'accord avec... victoires. Pardon. Excuse-moi, Romain, vas-y. Non, non, je suis d'accord avec Chen pour dire que les Pays-Bas ont largement les chances d'aller jusqu'au bout parce que ils ont quand même un joueur qui débloque quasiment toutes les situations et on l'a vu encore contre le Costa Rica et c'est Arjen Robben. C'est un joueur extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs du mondial, si ce n'est le meilleur joueur du mondial. Donc avec Robben, ouais, c'est clair que les Pays-Bas ont clairement leur chance d'aller loin. Malgré ces victoires arrachées en toute fin de match, Damien aussi, vous pensez que les Pays-Bas peuvent aller jusqu'au bout de la compétition? Je suis un peu plus réservé parce que je pense qu'ils dépendent beaucoup d'une seule arme qui est Arjen Robben, et que derrière c'est un petit peu limité. Donc plus la compétition va avancer, plus les matchs devraient être serrés, et plus je pense qu'ils risquent d'avoir du mal à s'en sortir.
En plus, cette demi-finale va être assez intéressante puisque l'Argentine est un petit peu dans le même cas de figure que les Pays-Bas, puisqu'ils ont réalisé des huitièmes de finale et un quart de finale assez limité, puisqu'ils l'emportent 1-0 contre la Suisse au terme d'un match assez serré. Pareil contre la Belgique. Donc au final, comment va se diriger cette demi-finale? Qui va avoir l'ascendant selon vous? Qui est un petit peu favori pour cette demi-finale, Jem? Bah, c'est difficile à dire qui est favori, mais je mettrais quand même une pièce sur l'Argentine qui a déjà remporté la compétition à 2 reprises et qui possède de grandes individualités qui peuvent faire la différence, comme Lionel Messi, qui peut d'un éclair de génie, comme on l'avait vu face à la Suisse, offrir une passe de but pour Di Maria. Mais ça sera un match très ouvert, très serré, et il y aura beaucoup de buts, je pense. Les Pays-Bas auront tout leur effectif. Par contre, l'Argentine perd Di Maria. Est-ce que ça va pencher un petit peu dans la balance en faveur des Pays-Bas, notamment Romain? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'Argentine a des talents individuels. Donc certes, Di Maria, qui est l'un des meilleurs joueurs, enfin avec Messi, qui est le meilleur joueur de l'Argentine dans cette Coupe du Monde, n'est pas là. Mais je pense que l'Argentine peut très bien se reposer sur les autres joueurs de talent et surtout sur Lionel Messi. Donc, est-ce que l'Argentine est favori? Je dirais que un- quand même en partie oui, parce que l'Argentine joue chez elle, hein, quand même, faut pas oublier, enfin en tout cas à côté de chez elle. Et mais d'un autre côté, les Pays-Bas sont quand même les finalistes en titre et ils sont en tout cas ils sont bien partis pour rééditer cet exploit. Donc en fait finalement, je suis assez d'accord sur le fait que ça va être un match serré. Alors avec beaucoup de buts, je sais pas, je pense que ça peut faire comme contre la Suisse, comme contre la Belgique, ça peut se jouer sur un but d'écart. Damien, vous voyez aussi les Pays-Bas ou l'Albi Céleste se qualifier pour la finale de ce mondial? Je penche plutôt pour l'Argentine. Maintenant, si les Pays-Bas arrivent à marquer relativement tôt et obliger l'Argentine à se découvrir, là, ça peut faire beaucoup de buts. Ok, très bien. Merci messieurs pour ce deuxième quart de finale qui a été débriefé. On va maintenant en profiter pour parler des autres sports, puisque Vox Stadium est la voix de tous les sports et notamment ceux qui sont moins médiatisés. Donc on va donner la parole à Romain Lambic pour un fil Actu Sport so British, mais pas que. Alors, le temps de 2 minutes, nous allons laisser le football de côté pour faire un tour d'horizon de ce week-end très sportif, un week-end so British. Donc, je vais m'essayer à l'accent anglais. Prenons d'abord la route de Wimbledon. Après une quinzaine de jours pleins de rebondissements, Roger Federer faisait face à son destin contre Novak Djokovic pour une 18e victoire sur un tournoi majeur. Mais le Serbe ne l'entendait pas de cette oreille et prive le Suisse de son rêve malgré son réveil au quatrième set. Score final 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4. Djoko remporte son deuxième Wimbledon. Dans le tableau féminin en revanche, la victoire fut expéditive pour Kvitova face à Eugenie Bouchard, qui jouait sa première finale de Grand Chelem. 6-3, 6-0 en moins d'une heure. Thank you and goodbye. Nous restons de l'autre côté de la Manche pour le Tour de France. Hier, à Harrogate, c'est Marcel Kittel qui s'est adjugé la première étape et endossé le maillot jaune, à l'issue d'un sprint final marqué par la chute de Mark Cavendish. Ligament de la clavicule brisé, le sprinter anglais est out. Aujourd'hui, la deuxième étape fut très casse-pattes, un véritable classique du printemps. Pas moins de 9 coachs recensés. Inutile de dire que Kittel a laissé des plumes aujourd'hui. C'est dans les 30 derniers kilomètres que la situation s'est décantée avec des attaques de Thomas Vauclair, Pierre Roland et Romain Bardet sans succès. Après une dernière pente ardue à 5 km de l'arrivée marquée par l'accélération des cadeaux de ce Tour de France, Vincenzo Nibali s'est détaché. Le champion d'Italie résiste au retour du peloton et empoche la victoire pour le maillot jaune par la même occasion. Ce sprinter ayant résisté, Peter Sagan prend le maillot vert et garde le maillot blanc. Cyril Lemoine prend le poids. Toujours en Grande-Bretagne, cette fois à Silverstone. Sans surprise, c'est une nouvelle fois Mercedes qui a dominé ce Grand Prix tout le week-end. Alors qu'il semblait filer vers une nouvelle victoire, Nico Rosberg a été victime d'un problème mécanique qui l'a poussé à l'abandon. La bonne affaire pour son coéquipier Lewis Hamilton qui assure la victoire finale et relance le très petit suspense au classement général en revenant à 4 points du plus français des Allemands. Le très talentueux Bottas et Ricciardo complètent le podium. Premier français, Vergne termine 10e. Enfin, retour en France. Hier soir se tenait le meeting Arriva et les athlètes français étaient presque tous au rendez-vous. La star de la soirée, Renaud Lavillenie, remporte le concours de saut à la perche, mais n'est pas parvenu à dépasser 5,80 m.
En saut en longueur, Héloïse Le Sueur bat son record personnel avec 6,92 m et l'emporte. Benjamin Compoiré s'adjuge le triple saut tandis que Pascal Martino Lagarde termine deuxième du 110 mètres haies. Déception en revanche pour Myriam Soumaré qui termine quatrième du 200 mètres en signant toutefois son meilleur chrono de la saison. Christophe Lemaître signe lui aussi son meilleur chrono de la saison mais termine bon dernier d'un 100 mètres remporté par Michael Rogers. C'est tout pour ce week-end, mais c'est déjà pas mal. Thanks you, Romain, You're welcome. pour cette chronique très originale avec l'accent so British. Et donc oui, Christophe Lemaître qui a fini bon dernier du meeting Areva au Stade de France. Et puis l'actualité sportive dominée par la Grande-Bretagne avec la Formule 1, Wimbledon qui s'est terminée par la victoire de Djokovic et le Tour de France qui a commencé du côté outre-Atlantique. Vous pouvez bien sûr retrouver le suivi de tous ces sports sur notre site www.voxstadium.fr. Maintenant, revenons au foot, revenons à ce mondial et revenons au match de vendredi. Victoire du Brésil face à la Colombie 2-1. Une victoire qu'on n'était pas sûr d'attendre au vu des pronostics de l'équipe lors du dernier numéro. Mais est-ce qu'au final, on revient un petit peu sur ces pronostics et c'est une victoire logique et méritée, Jem? Une victoire logique, oui, puisque le Brésil joue à domicile, mais on peut pas vraiment dire que c'est mérité. Certes, le Brésil a beaucoup mieux joué durant la première période. On avait un beau jeu, mais ils ont réalisé un but sur coup de pied arrêté. Ensuite, en deuxième période, on a retrouvé le jeu catastrophique présenté jusque maintenant. Il y a un deuxième but sur coup de pied arrêté également, avec une magnifique frappe de David Luiz des 30 mètres. Après le 2-0, le Brésil a joué d'une manière assez catastrophique, vraiment défensif. Chaque fois qu'il récupérait le ballon, il le renvoyait le plus loin possible, comme au rugby. Ensuite, il y a le penalty qui justifie le bon match de la Colombie. Mais comme j'avais déjà dit lors des précédents numéros, le Brésil ne perd pas à domicile depuis 2002. Ils sont confiants, ils jouent dans leur pays. Et la Colombie avait la pression d'être menée au score car c'est la première fois que ça leur arrive, il me semble. Votre avis sur ce quart de finale, Romain, à vous? Alors franchement, j'ai regardé entièrement ce match et franchement, ça a été un plaisir de voir ce match. Certes, le Brésil a eu de nombreuses difficultés en défense, mais du coup, ça a donné un jeu ouvert et ça se rendait en fait coup pour coup, je trouve. Donc c'est franchement un match qui m'a plu. Bon, après, bon, le Brésil essayait de chercher beaucoup de coups francs. Parfois, c'était exagéré. Le coup franc d'ailleurs sur lequel David Luiz marque est un petit peu litigieux quand même. Bon, derrière, ça reste un but juste extraordinaire, hein, peut-être même le plus beau but de ce mondial. Non, franchement, ça a été un très très beau match et euh, voilà, ça a été un très beau match. J'ai pris du plaisir et belle victoire quand même malgré tout du Brésil face à la Colombie et un grand chapeau à James Rodriguez qui, sans Falcao, a fait un grand mondial et a porté la Colombie sur ses épaules. Votre débrief à vous, Damien, pour ce match entre le Brésil et la Colombie? Bah, les deux équipes avaient manifestement décidé d'oublier l'organisation tactique au vestiaire, donc ça donnait un match assez débridé avec les joueurs étalés sur les 100 mètres de terrain. C'est un style assez particulier, mais qui est très spectaculaire. Donc globalement, le Brésil a su être plus efficace que la Colombie, qui a quand même vendangé un certain nombre d'occasions nettes. Ouais. Bon, le Brésil a fait le boulot. On l'attendait peut-être plus en difficulté. Il s'en est finalement pas si mal sorti. Hormis bien évidemment la blessure de Neymar, qui est quand même le gros coup dur du match. La Colombie, malgré tout, a réalisé une belle Coupe du Monde et sort aux portes des demi-finales. Une élimination reprochée par certains médias locaux à cause de l'arbitrage, soi-disant pro-brésilien. Un des journaux a d'ailleurs accusé assez véhément l'arbitre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez senti ces erreurs d'arbitrage, Romain? Alors c'est vrai, puis bon, bah, je regardais le match avec mon père et puis mon père râlait en voyant ses fautes pour un Brésil. Mais je crois qu'il y a eu quand même pas mal de fautes aussi pour la Colombie. Donc est-ce que c'est un arbitrage anti-colombien? Je ne suis pas sûr. Maintenant les fautes enfin disons que voilà, les fautes ont tourné plus à l'avantage du Brésil que de la Colombie parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, David Luiz a marqué sur un de ses coups francs un peu litigieux. Mais donc, franchement, voilà, c'est pas non plus scandaleux, c'est pas non plus les mêmes erreurs qu'on a pu avoir lors du match d'ouverture avec notre ami arbitre japonais. Donc, ça n'a pas forcément été un arbitrage anti-colombien, à mon sens.
Vous comprenez cette indignation, vous, Jem, ou vous rejoignez Romain concernant l'arbitrage de ce match? Je trouve que le journal qui a insulté l'arbitre assez violemment, c'est pas normal, je trouve, d'insulter un arbitre de cette manière, surtout dans un journal assez populaire en Colombie, je crois. Mais je peux comprendre d'un côté la frustration, pardon, des Colombiens qui ont réalisé quand même un grand mondial, y compris ce match. Jouer contre le Brésil, c'est une sorte de derby. Et vu les aides d'arbitrage qu'a eu le Brésil lors du premier match, je pense plutôt que c'est une excuse pour ne pas mettre la faute sur le manque d'efficacité de leurs joueurs durant cette rencontre. Et Damien, vous qui avez vu et suivi d'autres des compétitions, des mondiaux qu'on n'a pas pu voir, nous étant pas encore nés, notamment par exemple 82, 86, mais est-ce que le rapport entre les joueurs et l'arbitre a changé? Est-ce que maintenant les joueurs sont moins respectueux et plus sujets à venir discuter, à venir s'en prendre verbalement à l'arbitre? Et est-ce que c'est justement cette accusation qu'on a vue dans un journal colombien avait lieu d'être auparavant? Auparavant, la contestation a toujours fait partie de la relation entre les joueurs et les arbitres. Là, ce qui s'est développé, je pense, c'est la multiplication des simulations qu'on ne voyait pas aussi nombreuses auparavant. Après, des fautes d'arbitrage, il y en a toujours eu. On va pas rappeler ici 82, mais c'est bien le cas. On a aussi le cas de 2002 où on peut dire que la Corée du Sud n'a pas été désavantagée pour faire ce qu'il a bien aidé pour faire son parcours jusqu'en demi, si je ne m'abuse. Maintenant là, je pense que nos confrères colombiens ont largement surfé sur la déception de leurs compatriotes pour vendre du papier. Sur ce match-là, il n'y a pas à discuter fondamentalement de l'arbitrage, hein. Restons un petit peu autour de l'arbitrage et l'une des choses mises en place pour ce mondial, ce spray qui permet de bien placer le mur et qui pourrait être reconduit dans certains grands championnats européens. Il me semble que Frédéric Thiriez est en train d'étudier la question pour la reprise en août. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée, Romain? C'est une excellente idée parce que comme ça va limiter, ça va limiter les contestations pour le placement du mur. Ça va, disons, empêcher les murs d'essayer de gratter quelques centimètres quand l'arbitre s'écarte. Non, franchement, c'est une très bonne idée. En plus, c'est un spray, donc la trace du spray ne reste pas très longtemps. Donc, non, franchement, c'est une bonne idée. Et puis, ouais, ça peut être ça peut faire gagner du temps. Voilà, ça peut faire gagner du temps aussi dans les matchs. Et puis contrairement à la goal line technologie, c'est vrai que ce procédé technologique est assez coûteux à mettre en place. Par contre, l'utilisation, l'achat de bombes pour fournir aux arbitres, c'est quand même un investissement qui relève beaucoup moins à discussion. Jem, vous trouvez aussi que c'est une bonne idée? Oui, je rejoins Romain. C'est vraiment une bonne idée. Comme il l'a dit, les joueurs essayent toujours de gratter quelques centimètres lors du placement du mur. Ils essayent aussi souvent d'avancer le ballon ou de le reculer pour mieux se placer pour tirer le coup franc. Alors je pense que c'est vraiment quelque chose de juste et d'équitable pour les équipes. Damien, vous aussi, vous trouvez cette bonne idée, cette amélioration, ce développement de l'arbitrage, le fait qu'on cherche toujours d'innover et d'aider l'arbitre? Oui, oui, là, quelque chose auquel je ne croyais pas avant la compétition, et finalement, à l'usage, ça m'apparaît une bonne chose. À la fois le ballon reste là où doit être tiré le coup franc, et le mur, lui, ne se balade pas au gré de la volonté des joueurs qui le composent. Donc, finalement, l'arbitre peut se concentrer sur autre chose en ayant en même temps un repère visuel pour vérifier que personne ne triche, et il peut gérer plus facilement les duels qui ne manquent pas dans les surfaces. Donc je pense que c'est quelque chose de bien à généraliser. Et puis concernant la dernière question autour de l'arbitrage, la Colombie s'en est pris justement à l'arbitrage, mais il y a un fait de jeu en faveur de la Colombie, si je puis le dire, puisqu'il y a l'attentat entre guillemets de Zuniga contre Neymar qui le blesse et le met forfait pour le reste de la compétition. Une faute dans le jeu ou non, on ne saura jamais vraiment, mais une faute qui prive le Brésil d'un de ses meilleurs joueurs. Est-ce que ça mérite une sanction après coup de la part de la FIFA, Romain? Bah, je pense que ouais, je pense que la commission de discipline peut être saisie pour cette affaire. Bon, ce n'est pas dans la même mesure que la morsure de Suarez où là
carrément volontaire. Alors c'est vrai que là on sait pas si c'est volontaire, si c'est involontaire. Je pense que c'est plutôt involontaire, mais le fait est que c'est un geste qui blesse un joueur et qui prive un joueur de compétition. Donc je pense qu'après coup, ouais, la FIFA peut réfléchir à donner une sanction à Zuniga, mais je pense que s'il y a ces sanctions l'IA, ça ne dépassera pas les 2 ou 3 matchs. Comment on peut quand même malgré tout expliquer le fait qu'on a des arbitres de touche, on a un quatrième arbitre, comment est-ce qu'on peut encore passer à côté de ces faits de jeu entre guillemets qui pourraient être après coup, on l'a déjà vu par exemple avec la faute contre Lucas Digne qui fait expulser je ne sais plus quel Suisse, mais voilà c'est une faute en voyant la gravité de la blessure de Lucas Digne, l'arbitre revient sur sa décision et expulse le joueur. Pourquoi ça n'a pas été fait sur ce match-là et est-ce que ça aurait dû être fait pour vous, Jem? Moi, je pense pas que Zuniga méritait le carton rouge, car effectivement, il y a clairement une obstruction sur Neymar, mais c'était, ouais, on voit quand même qu'il y va durement, mais je pense pas qu'il a voulu le baisser à ce point. Donc carton jaune, je pense, mais pas carton rouge. Mais après, je pense que la FIFA va quand même le sanctionner de quelques matchs, mais rien de grave. Et vous, Damien, votre avis, est-ce que ça mérite sanction après coup et est-ce que ça méritait sanction au cours du match? Bah, ça méritait sanction le jaune, je pense, pendant le match. Pour les sanctions après match, je ne suis pas très partisan de cette manière de procéder. Pour s'il n'est pas prouvé que Zuniga l'a fait volontairement, si c'est un fait de jeu, un accident, si l'arbitre n'a pas jugé utile de sanctionner à ce moment-là, je vois pas pourquoi il faut revenir systématiquement sur toutes les actions. Par contre, effectivement, les attentats volontaires là doivent être sanctionnés de toute façon. Et c'est vrai que du coup, il y a un grand emballement. Il y a eu des menaces de mort, même contre Zuniga. Zuniga qui a publié une lettre d'excuse auprès de Neymar. Et puis Neymar qui a dit qu'on l'avait privé de son rêve de finale. Est-ce que malgré tout, on est en train de s'apitoyer sur le sort d'un joueur qui aurait pu être beaucoup plus grave? C'est un fait de jeu. Certes, c'est un petit peu catastrophique et ça fait beaucoup de peine de voir un joueur comme ça rater la finale de son mondial, déjà la demi-finale. Mais est-ce qu'on en fait pas un petit peu trop, Jem? Oui, peut-être qu'on en fait trop parce que Neymar est un joueur qui est surmédiatisé, comme les Balotelli en Italie, par exemple. C'est clair que, en parlant du Brésil, on parlait beaucoup de Neymar qui a rejoint Barcelone cette année, on disait qu'il allait pas exploser, que c'était facile de jouer au championnat brésilien, mais il a quand même démontré sa grande classe en effectuant des bons matchs à Barcelone. Encore là, durant ce mondial, il a prouvé toute sa classe. C'est un peu dommage qu'un joueur de son envergure loupe Est-ce qu'on Pardon. Non, excusez-moi, merci d'avoir fini. Et pour vous, Romain, est-ce qu'on en fait trop justement avec cette blessure de Neymar ou pour vous c'est logique qu'il y ait un tel emballement médiatique autour de cette blessure? Bah, disons que l'emballement est médiatique et logique dans la mesure où Neymar c'est le leader de l'équipe du Brésil et surtout que là c'est en Coupe du Monde quoi. C'était en quart de finale d'une Coupe du Monde et ça prive Neymar de Coupe du Monde. Donc l'emballement médiatique, on va dire que qu'il est logique maintenant. Bon, ça aurait pu arriver à n'importe qui et avec n'importe quel autre joueur, l'emballement médiatique n'aura peut-être pas été aussi fort. Mais voilà, l'emballement médiatique a été fort parce que Neymar est le leader du Brésil et voilà. Surtout Et avec, excusez-moi, vas-y, Jam. oui, je veux dire que surtout avec l'inefficacité de Fred en attaque, Mm. il y a un peu toute l'équipe qui repose sur Neymar, donc je pense que c'est pour ça aussi que la presse s'emballe. Il y aura un deuxième absent pour cette demi-finale, Thiago Silva, qui a récolté un carton jaune pour avoir gêné volontairement ou non le dégagement au pied d'Ospina. Et en tout cas, le Brésil a lancé un appel à la FIFA pour faire annuler cette suspension. Pour vous, est-ce qu'il y a carton jaune ou est-ce que la FIFA va donner raison au Brésil pour cette demi-finale, Damien? Pour moi, le carton jaune est parfaitement mérité. Il vient empêcher le gardien de dégager. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Thiago Silva ou pas Thiago Silva, la règle est la même pour tout le monde. Après, on peut discuter tout tant qu'on veut sur le fait qu'il aurait éventuellement traversé la route du gardien colombien sans le faire exprès, mais bon, là on est dans la polémique à dessous. Du, Il est vrai que le Brésil se retrouve de fait handicapé dans ces deux lignes, et ce n'est pas rien. Est-ce que du coup vous pensez malgré tout que la FIFA pourrait être indulgent alors qu'on a quand même vu que le Brésil ne devrait pas passer à côté de son mondial? Est-ce que le jugement de Thiago Silva sera clément? Est-ce que sa suspension sera annulée, Romain, vous pensez? Non, 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 ce sera pas annulé parce que c'est quand même un geste d'anti-jeu qui pour moi, enfin c'est volontaire pour moi.
Silva a volontairement fait ça. Voilà, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul parce qu'il était sous le coup d'un carton jaune. Non, franchement, le carton jaune il est mérité et je ne vois pas pourquoi la FIFA annulerait cette suspension. Et du coup, sans ces deux hommes forts, est-ce que la Seleção va-t-elle réussir à se qualifier pour sa finale en quelque sorte, Jem? Bah, c'est clair que ça sera beaucoup plus difficile sans son capitaine Thiago Silva et la superstar Neymar. Mais après, comme je l'ai dit, à ce niveau de la compétition, il y a tout le monde qui peut se qualifier pour la finale, tout le monde peut prétendre au titre. Et comme je l'ai dit, je le répète de nouveau, que le Brésil a été invaincu depuis 2002, donc à domicile, donc toutes les statistiques parlent en faveur du Brésil. Après, vu le niveau de l'Allemagne, ce qu'ils ont montré durant la compétition, si le Brésil joue de nouveau comme ça et l'Allemagne joue son meilleur football, je pense pas que le Brésil pourra se qualifier pour sa finale. C'est vrai qu'on a pointé sur le match de la Colombie en l'occurrence la fragilité défensive, du moins sur ce match-là. Le fait de se passer de Thiago Silva pourra peut-être handicaper la Seleção. Est-ce que vous, Romain, vous voyez la Seleção justement surpasser ce handicap et se transcender pour aller accéder au final? C'est vrai que l'absence de Neymar, la blessure de Neymar, ça peut être, c'est un peu de la méthode Coué, mais ça peut être un plus pour la CSAO pour aller en finale justement. Bon après en face c'est quand même l'Allemagne, c'est quand même pas une petite équipe. On n'est pas comme en 2002. Bon là le Brésil avait gagné 2-0 avec un grand Ronaldo à l'époque. Euh, non franchement je pense que le Brésil lui garde quand même malgré tout toutes ses chances. Et par solidarité pour Neymar, ils vont certainement avoir du cœur à l'ouvrage et ils vont aller chercher cette qualification. Damien, est-ce que vous pensez, pour terminer sur cette demi-finale-là, est-ce que ça va aider à la Seleção à se transcender ces deux blessures ou au contraire, ça va surtout les handicaper et peut-être même leur porter préjudice contre l'Allemagne? Un handicap, c'est certain, c'en est un, de toute façon. Maintenant, effectivement, le groupe et puis l'entraîneur aussi peuvent s'organiser de manière différente, prêter peut-être plus attention à leur jeu collectif, de façon à compenser leur moindre qualité individuelle en l'absence de Neymar, par une plus grande efficacité dans le jeu. Et on peut aussi voir des joueurs comme Oscar réapparaître alors qu'ils sont très discrets depuis le début. Donc effectivement, l'Allemagne prend l'avantage du fait de l'absence de ces deux joueurs majeurs brésiliens, mais le Brésil n'a pas perdu pour autant et a largement la qualité pour passer. Allez, un dernier tour de table avant de clôturer ce quart de finale entre la Colombie et le Brésil. James Rodriguez est toujours meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. Est-ce que pour vous, pour l'instant et pour le moment, ça reste le meilleur joueur de la Coupe du Monde à ce niveau-là pour l'instant, au bout des quarts de finale, en tenant compte des phases de poule? Est-ce que c'est le joueur qui est au-dessus du lot malgré une forte concurrence? Mais est-ce que c'est le joueur qui vous a le plus impressionné, Romain? Bah, c'est clair que Rames Rodriguez, comme je disais tout à l'heure, avec l'absence de Falcao, a vraiment porté son équipe sur son épaule, sur ses épaules. C'est c'est un très grand artisan du parcours de Colombie, de la Colombie dans cette Coupe du Monde, qui a été historique parce que je crois que c'était la première fois que la Colombie arrivait jusqu'en quart de finale. Donc pour moi, il est meilleur buteur, donc il y a de fortes chances que ce soit que James Rodriguez reste le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pour vous, Jem? Oui, je pense que c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il est clairement la révélation de la compétition, sans prendre en compte les gardiens, bien sûr. Il me rappelle Mesut Özil lors du dernier mondial, qui avait littéralement explosé. C'est le meilleur buteur. Il a encore été auteur d'une grosse performance face au Brésil, des beaux buts. Il nous a offert des beaux gestes techniques et tout y est quoi pour le qualifier de meilleur joueur. Et pour conclure, la parole revient aux sages de cette émission. Est-ce que Rames Rodriguez, pour l'instant, est le meilleur joueur de la compétition, Damien? Alors, pour l'instant, clairement oui. Il a été au-dessus de tous les joueurs qu'on a pu citer parmi les meilleurs joueurs de la compétition, à part les gardiens bien sûr. Maintenant, il reste 2 matchs et lui il ne joue plus quoi. Donc il n'est pas dit qu'il va garder ça jusqu'au bout.
Très bien, merci. Allez, avant d'aborder le dernier match, on va faire un bref rappel. Lors de cette Coupe du Monde, l'une des branches de Vox Stadium, Vox Populi, vous livre une autre approche de ce mondial par l'intermédiaire de Richard Sengmani, un journaliste très actif dès qu'il s'agit de faire la tournée des bars parisiens. Il vous livre interviews et articles d'ambiance. Vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview du PMU, sponsor de l'équipe de France, un papier sur les supporters belges lors de leur quart de finale et un autre sur les supporters tricolores qui ont dû un petit peu pleurer, je pense, à Paris lors de la défaite face à l'Allemagne. Tout ça et bien plus encore sur notre site www.voxstadium.fr. Nous n'avons donc plus qu'un match à débriefer, celui qui a conduit à l'élimination de la France. Victoire de l'Allemagne 1-0 après 82 et 86. Les Bleus subissent une nouvelle désillusion. Est-ce l'expérience, vu qu'on a un groupe français très jeune, qui a fait la différence avant-hier au soir, Damien? L'expérience est clairement en question dans ce match. C'est une Allemagne qui est bien sûr bien plus expérimentée que l'équipe de France. On a payé certaines approximations qui sont liées manifestement à l'enjeu et au manque d'expérience à ce niveau chez tous les jeunes joueurs de l'équipe de France. Ça a été une question d'expérience aussi pour vous, Jem, ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Oui, je pense que c'est une question d'expérience. L'Allemagne a géré son match, la France paniquait plus. Joachim Löw a assuré son coaching en faisant un changement de formation, en remettant l'âme à sa position initiale qui est la défense, en vue des absences. Il y a également Manuel Neuer qui était beaucoup trop fort pour les attaquants français. L'Allemagne est une équipe qui joue toujours les derniers carrés, qui est toujours dans le dernier carré durant les compétitions. Je rappelle quand même que la France ne perdait pas en quart de finale depuis 1938, donc ça peut être quand même une petite surprise. Ça date. Oui, ça date. Mais comme je l'avais dit, la France n'allait pas gagner si elle jouait comme contre le Nigeria, et c'est ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Didier Deschamps, la France est une équipe de quart de finale. Mais je pense que pour l'Euro 2016, ça s'annonce de bon augure pour les Français, avec des joueurs de qualité et des jeunes qui devraient encore progresser et prendre de l'expérience, à l'image de Pogba ou Varane, par exemple. Romain, est-ce que la France pouvait-elle espérer mieux au vu de son nombre d'occasions? Est-ce qu'au final cette défaite est un petit peu déméritée parce qu'ils ont vendu chèrement leur peau? Quand on prend par exemple le ratio d'occasions, il y a ces deux grosses occasions du côté de l'Allemagne. Le but de Hummels, c'est la parade de Loris face à Schürrle, mais en contrepartie, on a quand même beaucoup plus de tentatives, beaucoup plus de situations un peu plus chaudes dans la surface allemande. Alors qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que la France du coup méritait au moins le match nul après les 90 minutes réglementaires? Alors, dans la physionomie du match, je dirais que par leur manque d'expérience, je dirais que les Bleus ont été un petit peu crispés. Certes, ils ont eu plus d'occasions, les Bleus ont eu plus d'occasions que l'Allemagne. Maintenant, les occasions, elles étaient quand même assez timide, hein, je trouve, à part la frappe cadrée de Valbuena et la frappe en toute fin de match de Karim Benzema. Donc sur ces deux actions, oui, on peut dire que la France aurait mérité un match nul. Maintenant, après sur l'ensemble de la rencontre, c'est clair qu'il y a eu un, je sais pas, il y a eu trop de respect. Je pense qu'il y a eu trop de respect face à l'Allemagne. C'est vrai que il y a eu beaucoup de malchance entre guillemets, mais il y a eu un très très bon Neuer surtout en face. Mais est-ce que la France a mis toute l'intensité et toute la volonté nécessaire à tenter de se hisser en demi-finale? Parce que tous les joueurs se sont dit être donnés à fond, mais pour ma part, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait un petit temps de latence, d'attente avant d'attaquer le pressing, on laissait beaucoup Neuer jouer la montre, on laissait beaucoup les défenseurs faire des passes dans leur défense. Il y avait un pressing qui était un peu faible pour un tel enjeu, Damien, non? Le pressing est fait, mais c'est pas tendu à l'engagement des joueurs, qui a un problème de dispositif tactique, enfin d'application de la tactique par les joueurs, avec une défense qui a joué extrêmement bas, ce qui a donné énormément d'espace au milieu de terrain où les trois Français se faisaient face à 5 Allemands. Donc on a beaucoup couru dans le vide. Donc de cette là, le pressing, quand il y a autant d'espace pour les adversaires, le pressing ne sert à rien du tout. Et ça donne l'impression de ne rien maîtriser au milieu de terrain. Ensuite, on a de fait sauté beaucoup ce milieu de terrain, ce qui était un régal pour les défenseurs allemands, bien plus doués de la tête que nos attaquants. Mais je ne pense pas que ce soit un problème d'engagement individuel, hein.
Est-ce que c'était un bon choix de Didier Deschamps de titulariser Antoine Griezmann à la place d'Olivier Giroud, sachant que, comme vous l'avez dit Damien, la défense allemande est solide, il y a des très hauts gabarits, alors que d'un côté Antoine Griezmann et de l'autre côté Mathieu Valbuena, tous les deux ne dépassent pas les 2 mètres à tout casser quand on les additionne. Donc est-ce que ça a été un mauvais coaching sur ce point-là justement de la part de Didier Deschamps, Jem? Non, je pense pas. Franchement, vu le match qu'a sorti Griezmann, je pense que Didier Deschamps a aligné la formation qu'il pensait le mieux. D'après les entraînements également, je pense qu'il voit quels joueurs sont le plus aptes à jouer. Et je pense qu'il a fait le bon choix en mettant Griezmann. Pour vous, Romain, est-ce qu'il fallait titulariser plutôt Olivier Giroud à la place du joueur de la Real Sociedad? Alors, le fait de titulariser Griezmann, c'était une bonne idée, et on a vu tout au long du match, Griezmann a tenté des choses, a tenté des appels, a tenté de participer aux occasions françaises. Donc, finalement, la fougue de la jeunesse a servi, on va dire, à l'équipe de France du côté de Griezmann. Maintenant, je pense que Olivier Giroud aurait aussi pu être un bon titulaire pour fatiguer les défenseurs allemands justement pendant 70 minutes pour les fatiguer à la fois dans le jeu aérien mais aussi pour dégager les actions dangereuses allemandes en défense. Je pense que je pense qu'éventuellement, si Giroud était titulaire, on n'aurait peut-être pas encaissé ce but finalement, parce que Giroud aurait peut-être été présent dans le duel aérien pour dégager ce ballon. Et là, le match aurait totalement changé. Bon, maintenant, Giroud n'a pas été titulaire, donc on ne peut pas savoir. Voilà, je pense que Griezmann titulaire, c'est une bonne idée. Giroud titulaire, ça n'aura pas non plus forcément été une mauvaise idée. Est-ce que du coup le mauvais coaching, parce que je tiens à l'évoquer, est-ce que du coup le mauvais coaching entre guillemets est pas plutôt dû au fait des remplacements extrêmement tardifs? On a des remplacements qui interviennent pas avant la 70e minute de jeu, et le premier remplacement c'est Laurent Koscielny qui remplace Mamadou Sakho. Donc on est mené au score et on brûle un joker qui pourrait être offensif en faisant rentrer Laurent Koscielny, qui pourrait être bon de la tête sur corner, c'est pas la question. Mais quand on voit par exemple qu'après Olivier Giroud n'entre qu'à la 85e minute, comment est-ce qu'Olivier Giroud peut faire la différence en 5 minutes de jeu, et comment Loïc Rémy peut la faire en faisant en jouant que 20 minutes, alors qu'on n'a que très peu vu sur cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a eu un petit peu un mauvais coaching du coup sur ce point-là, sur ces remplacements tardifs, Damien? Bah, l'entrée de Koscielny fait suite à une blessure de Sacco, donc là c'est plus du coaching subi que du coaching volontaire. Oui. Effectivement, les changements tardifs le sont aussi parce que aucun des joueurs devant ne semble résigné ou ne semble hors du coup. Donc à un moment donné, il n'est pas certain non plus que les entrants puissent apporter beaucoup. Aujourd'hui, c'est le coaching a posé problème parce que l'équipe n'a pas réussi à former le bloc équipe attendu par Deschamps. Donc derrière, le choix de Griezmann pour prendre la défense sur la vitesse et sur la contre-attaque n'a pas pu marcher. Excusez-moi, vous vouliez finir, Damien? Non, non, c'est bon. Votre avis du coup, vous, sur le coaching, Jem, de Didier Deschamps? Mais je pense que Didier Deschamps avait assez confiance en son équipe et à 5 minutes de la fin du match, je pense qu'il a eu un petit moment de panique, il savait pas trop quoi faire, donc il a tenté de mettre Olivier Giroud. Donc je pense que c'est plutôt dû au stress. Après, on met toujours la faute sur l'entraîneur lorsqu'une équipe perd et on met aussi la faute sur l'entraîneur. On dit que l'équipe gagne grâce à l'entraîneur. Donc je sais pas si on peut beaucoup critiquer Didier Deschamps qui pour moi est un excellent entraîneur. Je remettais pas ça en question, hein. Je soulignais quand même qu'il y avait des changements extrêmement tardifs alors qu'on est mené au score. Romain? Bah, c'est vrai que bon, c'est un peu difficile de dire que ça a été un mauvais coaching ou non, parce que je suis assez d'accord avec Damien. Bon, enfin, je reviens pas sur le remplacement de Sacco, mais sur des autres changements avec l'entrée de Giroud à la 85e minute notamment. Je suis plutôt d'accord avec Damien sur ce fait-là, sur le fait que offensivement, les joueurs ont quand même montré de bonnes choses et semblaient pouvoir faire la différence même pendant 90 minutes.
Très bien, ok. Merci pour vos avis. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, comme l'a dit Didier Deschamps, est-ce que la France est-elle à sa place avec cette sortie en quart de finale ou est-ce que malgré tout elle pouvait prétendre à mieux avec un groupe qui reste, bien qu'il soit jeune, de qualité? Jem? Oui, bien sûr, on peut toujours prétendre, au football, on peut toujours prétendre mieux. La France aurait pu battre l'Allemagne, mais je pense que c'est juste ainsi, avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, je trouve que l'Allemagne mérite plus que la France. Damien? Effectivement, je pense que là, on est à la valeur du groupe, c'est les quarts de finale. Effectivement, ça pouvait passer. Rappelons quand même qu'au début des qualifications et lors de la nomination de Didier Deschamps, bien peu de monde pariait sur la participation de la France à la Coupe du Monde. Donc on a fait du chemin, il en reste encore, mais on est à notre place. Et pour finir, Romain, est-ce que la France est à sa place selon vous? C'était l'objectif de l'équipe de France, c'était les quarts de finale. L'objectif a été rempli. Didier Deschamps avait conscience hein, déjà dès le début enfin même avant ce mondial, que c'est un groupe comment dire, qui n'avait pas forcément toutes les armes nécessaires pour aller plus loin que les quarts de finale. Tout dépendait de l'adversaire sur lequel on serait tombé. Bon, là, on est tombé contre l'Allemagne. Bon, là, le coup près, il s'est fait. Maintenant, voilà, je pense que en fait, ce parcours jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde, c'est la première étape de l'objectif de Didier Deschamps, qui est l'Euro 2016, qui se joue en France et qui est donc une compétition qu'il ne faut absolument pas manquer. Est-ce que du coup, oui, pour finir, pour élargir un petit peu le propos, est-ce que ce mondial, ce groupe, ces joueurs, cet état d'esprit est prometteur en vue de l'Euro 2016 qui se déroulera en France, Damien? Ah oui, 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 c'est clair. On est exactement dans la même situation qu'après l'Euro 96, où on s'était fait éliminer également en quart de finale en ayant l'impression de pouvoir faire mieux. Et on sait ce que ça a donné par la suite. Alors, on va pas comparer les époques, mais il est certain que le groupe sera beaucoup mieux armé pour 2016 et elle devrait faire quelque chose de bien. Jem, vous qui avez un clin d'œil, entre guillemets, un œil un peu plus objectif, un peu plus distant, est-ce que vous pensez aussi que la France aura beaucoup de choses à faire lors de cet Euro 2016? Oui, je pense que la France a beaucoup de potentiel avec des joueurs jeunes, comme j'ai dit avant, Pogba, Varane, par exemple, qui jouent dans des grands clubs et qui vont encore d'ici là acquérir beaucoup d'expérience. En plus, on sait toujours qu'une équipe est favorite lorsqu'elle joue à domicile. Donc oui, je pense que cette équipe de France, peut bien rêver. Et du coup, pour finir autour de cette question de l'Euro 2016, est-ce que pour vous, ce groupe qu'on a vu au Mondial sera sensiblement le même? Est-ce que ces joueurs-là vous ont convaincu, même si certains, on les a très peu vus, hein. Par exemple, Rémi Cabella n'a pas du tout joué, mais est-ce que ce groupe-là, pour vous, se rapproche plus de ce que vous voyez en 2016, bien que quelques surprises pourraient intervenir, et Ribéry, par exemple, pourrait revenir également. Romain, est-ce que vous voyez ce groupe-là déjà à l'Euro 2016 ou vous verrez quelques changements? Alors, déjà, bon, je pense qu'au niveau du poste d'arrière gauche, il va y avoir un changement parce que je sais pas si Evra sera toujours là d'ici 2 ans, peut-être. Enfin, bon, ça, on ne sait pas encore, mais c'est pour moi la plus grosse incertitude. Maintenant, pour le reste, tous les joueurs qui ont été appelés aujourd'hui, enfin, qui ont été appelés pour cette Coupe du Monde, ont encore une marge de progression assez importante. Même Ribéry, je pense que Ribéry peut aussi avoir une marge de progression parce que terminer troisième à la troisième place pour le Ballon d'Or, hein, par exemple, ça peut être un vecteur enfin ça peut être un vecteur d'envie pour lui de s'améliorer, de se perfectionner une fois revenu de sa blessure, enfin une fois ses problèmes de dos réglés. Euh, donc maintenant, faut aussi voir comment ça se passe d'ici 2 ans. C'est-à-dire quels joueurs vont confirmer, quels joueurs vont apparaître aussi, hein. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui sont en équipe de France Espoir qui pourront très bien prétendre à une place dans le groupe pour l'Euro 2016. Damien, ce groupe vous satisfait, vous? Dans le noyau du groupe ne devrait pas évoluer majoritairement. Après, il y aura fatalement des retouches, tant du côté des vieux joueurs entre guillemets comme Evra, qui devraient céder leur place, notamment à Digne en l'occurrence, Au Kurzawa. ou Kurzawa peut-être. Euh, Après, d'autres joueurs effectivement arrivent à des âges où tout peut se passer, où le déclin peut arriver aussi très vite, hein. C'est le cas de Ribéry, c'est aussi le cas
de Valbuena. Il suffit Ouais. d'une mauvaise saison pour qu'un joueur perde tout intérêt pour le sélectionneur. Mais dans l'ensemble, on devrait retrouver la majorité du groupe en 2016, y compris ceux qui n'ont pas joué, comme Rémi Cabella, qui est tout désigné pour prendre la suite au milieu de terrain. Jem, vous, votre avis pour finir sur ce groupe de l'équipe de France qui a évolué au Brésil? Ben moi, je pense comme mes deux collègues, le noyau va rester le même. Après, on a vu que c'était une belle équipe qui s'entendait bien, qui avait un bel esprit d'équipe également. Je pense qu'il faut pas trop, justement, quand on a trouvé un bon esprit d'équipe comme ça, que tous les joueurs s'entendent bien, il faut pas trop apporter de modifications. Mais après, c'est clair, on peut toujours améliorer un groupe en faisant des changements comme l'ont dit mes collègues. Evra sera certainement plus là. Ribéry va faire son retour. Pogba, Griezmann et d'autres joueurs seront encore plus forts. Il y aura également l'apparition de nouveaux joueurs. Donc, je pense que ça sera le même noyau, mais avec quelques petites modifications. Merci beaucoup, Jem. On arrive petit à petit à la fin de notre émission, mais avant, on va faire un bref retour sur les pronostics de notre équipe pour les quarts de finale. Maxime, Damien et Jem avaient pronostiqué des résultats pour les quarts de finale notamment, et ils ont été à la déroute. Autant les huitièmes de finale avaient été correctement pronostiqués, autant ces quarts de finale n'ont pas été réussis. Mis à part Damien, les autres voyaient la Colombie se qualifier aux dépens du Brésil. Deux d'entre nous voyaient la Belgique éliminer l'Argentine, et il y a seul Jem qui a eu la lucidité de voir l'Allemagne passer contre la France. Donc le pronostic le plus réussi concerne les Pays-Bas, puisque seul Jem défendait le Costa Rica. Donc Jem, c'est un petit peu mitigé. Il faudra donc se ressaisir tout à l'heure et pronostiquer juste en fin d'émission pour les deux demi-finalistes. Donc du coup, un petit tour de table. Qui voyez-vous en finale pour cette édition, cette 20e édition de la Coupe du Monde? On commence par vous, Damien. Brésil-Argentine. Brésil-Argentine. Vous, Jem? Allemagne-Argentine. Argentine pour Jem, et pour vous, Romain? Allez, on va dire Allemagne-Pays-Bas. Allez, Allemagne. Allemagne-Pays-Bas. Je pense aussi à un Allemagne-Pays-Bas, parce que je trouve que sur l'ensemble de la compétition, le Brésil et l'Argentine ne sont pas au-dessus du lot, et qu'il pourrait y avoir quelques surprises, et j'espère une victoire des Pays-Bas, même si j'aurais bien aimé que la France aille jusqu'au bout en étant bien patriote. En tout cas, c'est fini, on espère qu'on aura pronostiqué juste. Il est maintenant 21h02, donc vous avez eu le droit à 2 minutes de rab. C'est la fin du grand live Vox Actu spécial Coupe du Monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain grand live jeudi 10 juillet, même heure, même endroit, pour revenir sur les demi-finales. Et donc on aura nos deux finalistes pour cette Coupe du Monde, et voir si notre équipe avait cette fois-ci pronostiqué juste. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la Coupe du Monde sur notre site www.voxstadium.fr, avec des avant-matchs, des infographies, des lives, des comptes rendus, des retours dans le match, une étoffe très très fournie concernant la Coupe du Monde. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @voxstadium et sur Facebook. Merci messieurs, Jem, Damien et Romain, d'avoir été avec moi ce soir pour animer les débats. Merci à toi. Merci. Excellente Merci, soirée, et en vous souhaitant une très bonne fin de Coupe du Monde à tout le monde. Ciao. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.